Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc au webinaire Parlons Foncier, le direct, notre rendez-vous mensuel. Je m'appelle Philippe Abran, je dirige l'agence foncière en communication K2 et je remplace donc momentanément Claire Aubry, responsable de la communication à la SAFER Occitanie, pour l'animation donc de ce webinaire. Un rendez-vous consacré ce mois-ci au changement climatique, à ses conséquences pour l'agriculture et à son impact sur le foncier. Élévation des températures, diminution des précipitations, sécheresse plus intense et récurrente, décalage des biogéographies, Personne ne peut plus aujourd'hui le contester, le changement climatique est bien là et ses impacts de plus en plus visibles. Le défi est immense, les enjeux multiples pour l'agriculture d'Occitanie, qui semble encore plus que d'autres exposés aux conséquences donc, de ce réchauffement. Alors précisément, quelles sont ces conséquences? Quelles sont les projections envisageables sur l'évolution des précipitations et le grand cycle de l'eau? Quelles sont aussi les solutions d'adaptation déjà identifiées et à venir pour préserver donc la capacité de production du foncier agricole en Occitanie et dans les départements les plus impactés comme celui des Pyrénées-Orientales. Alors toute une série de questionnements à laquelle nous allons tenter de répondre avec nos deux intervenants du jour que j'ai le plaisir d'accueillir immédiatement. Serge Daca, bonjour. Bonjour à tous. Et ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes docteur en agroclimatologie et à vos heures de détente, vous êtes aussi chasseur d'orage et photographe. Ravi de vous accueillir. Denis Bassery, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes viticulteur, arboriculteur et président du comité technique de la SAFER Occitanie dans les Pyrénées-Orientales, le Parlement du foncier. Ravi également donc de vous accueillir. Alors, je vous rappelle que vous pouvez, tout au long de ce webinaire, poser vos questions dans le chat qui est à la droite de votre écran. Et si vous le souhaitez, vous pourrez, à la fin du webinaire, répondre à une enquête de satisfaction qui vous sera proposée. Serge Daca, donc, je rappelle que vous êtes donc agroclimatologue et c'est vers vous que je m'adresse en priorité. S'agissant précisément donc d'appréhender ce que sont les effets du changement climatique, même s'ils sont de plus en plus visibles, de quoi parle-t-on exactement? Est-ce que c'est effectivement, comme tu évoquais, une élévation des températures, une douceur hivernale avec tout ce que ça implique en termes de risque de gel, de diminution des précipitations, de sécheresse plus intense, plus récurrente, d'accentuation aussi des événements extrêmes et d'accentuation du dessèchement des végétaux liés à la recrudescence des vents forts? Parce qu'il y a aussi ça qui intervient dans votre région. Exactement. En fait, pour répondre à toutes ces questions-là, il suffit de regarder ces 3 dernières années exemples. En 2021, par exemple, nous avons eu un gel extrêmement important sur les arbres fruitiers, sur la viticulture, sur l'ensemble de l'agriculture en général, qui était dû pas au gel, mais à la douceur hivernale. Et ça, c'est le premier point, c'est l'augmentation de la douceur hivernale fait que la phénologie de l'ensemble des végétaux est avancée dans le temps au printemps et donc plus soumise au gel en avril. Le gel n'est pas forcément une anomalie en avril, c'est juste que ce sont les végétaux qui sont en fleurs à ce moment-là. Deuxième exemple, là on passe en 2022, on a eu l'année la plus chaude et l'année la plus sèche qu'on ait pu observer en Occitanie, Languedoc et Midi-Pyrénées, quand je parle de l'Occitanie. Et donc au final, ça a eu des conséquences très importantes sur l'agriculture, notamment sur toutes les cultures qui se plantent au printemps et qui se cultivent en automne. Si jamais la régie peut me mettre une diapositive que j'ai préparée, la diapositive numéro 5. La 5e, voilà. C'était quelques-unes pour aller plus vite. Donc là, on a effectivement toutes les pertes de rendement qu'on a pu observer en région Midi-Pyrénées. Et on voit bien que seulement le colza s'en est sorti un petit peu mieux du fait d'un système racinaire un petit peu plus profond. Fourrage, moins 40%, maïs grain, moins 53%, c'est extrêmement conséquent. Et dans l'avenir, si jamais on peut mettre la diapo numéro 8 sur les sécheresses voilà. Donc oui, ici vous avez l'indice d'humidité des sols que je vous ai calculé entre 1970 et 2100. 1970, ce sont la courbe en vert et 2100, c'est la courbe en rouge. Alors, ce qu'on observe, c'est que on a un indice hydrique des sols qui a tendance à diminuer sur l'ensemble de l'année à Montpellier. Peut-être un peu moins au printemps à Toulouse grâce à des précipitations peut-être plus importantes en hiver. Mais en gros, ce que j'essaye de vous dire, c'est que ces aspects-là qu'on a observés en 2021, 2022 et qui continuent en 2023 sur les sécheresses et sur le gel vont s'accentuer d'ici 2100. Donc, ce sont des adaptations qu'on doit mettre en place au niveau agricole. Et je terminerai juste sur un point important, les biogéographies, qui est la diapo juste d'après.
Voilà, vous avez ici les biogéographies françaises en 2000, 2050 et 2100. Vous pouvez voir le climat d'Occitanie, donc Méditerranée en rouge, et le climat plutôt aquitain en orange dans les années 2000. Le climat méditerranéen a tendance à remonter d'ici 2100 sur l'ensemble de l'Occitanie, c'est-à-dire que l'agriculture va profondément évoluer. On ne produira plus du tout les mêmes espèces, on n'aura plus du tout les mêmes filières d'ici 2100. Et ça, c'est très important à comprendre par rapport au foncier, hein, bien sûr, puisqu'on aura beaucoup plus de vignes, d'olives, de figues, de pistaches, de sorgho, de cacahuètes, etc., etc., même de la lavande. Enfin, voilà, tout ce climat méditerranéen remonte avec son agriculture et on pourra voir peut-être tout à l'heure comment on pourra s'adapter et atténuer tous ces effets. Serge Zaka, donc là, vous nous parlez des tendances lourdes observables à l'échelle effectivement de la moitié sud de la France. Est-ce que, s'agissant de l'Occitanie, ces tendances lourdes seront observables partout? Est-ce qu'on peut imaginer quand même avoir, en fonction du nord et du sud de la région, des particularités quand même, ou c'est quelque chose qui va vraiment se généraliser progressivement? Alors, déjà, la région Occitanie par rapport au reste de la France, c'est la région qui est la plus concernée par le changement, qui sera la plus concernée, qui sera la plus concernée par le changement climatique, avec des disparités régionales cependant. On a toute la partie méditerranéenne qui sera beaucoup plus concernée par ce changement climatique. C'est d'ailleurs ce qu'on observe actuellement du côté de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, beaucoup moins que la partie Toulouse, Agen, enfin vraiment en partant beaucoup plus à l'ouest, où on aura quand même des précipitations peut-être avec un indice de fiabilité quand même qui n'est pas forcément très bon, mais peut-être des précipitations plus importantes en hiver qui vont atténuer ces sécheresses hivernales. Donc, il y a la région Occitanie, pour résumer, la plus concernée de France, mais il y a des disparités régionales dans la région, dans l'ensemble de la France. C'est vraiment les régions méditerranéennes qui sont les plus concernées. Et l'exemple actuellement, c'est vraiment les Pyrénées-Orientales qui sont l'exemple de ce qu'on pourra avoir de façon assez récurrente d'ici 2050. Merci Serge pour ce premier éclairage. Denis Bassery, précisément, on va parler des Pyrénées-Orientales. Je rappelle que vous êtes viticulteur, arboriculteur et président du comité technique de la SAFER Occitanie dans le département des Pyrénées-Orientales. Assez récemment, le département des Pyrénées-Orientales a été classé en état de crise par l'autorité préfectorale. Est-ce que cela interdit très concrètement et jusqu'à nouvel ordre toute forme de prélèvement d'eau pour l'agriculture et par l'agriculture? Non, non, mais il y a des restrictions très importantes, jusqu'à moins 80% pour le gravitaire et jusqu'à moins 50% pour le sous-pression. Malheureusement, des réseaux collectifs ne fonctionnent pas aujourd'hui sur le département, car les débits dans les rivières sont trop bas, voire inexistants sur la Glie. On a 3 rivières sur le département, le Tech, la Tête et la rivière la Glie. Donc la Tête et la Glie sont gérées par des barrages. Aujourd'hui, la Glie ne coule plus. Donc, des systèmes d'irrigation collective ne fonctionnent plus. Et Serge Jacquat va sûrement nous le dire et le redire, sans eau, pas d'agriculture possible. Est-ce qu'il faut considérer dans cette situation-là que finalement, c'est la pérennité même de l'agriculture locale, et je pense en particulier à l'arboriculture, au maraîchage, qui est aujourd'hui menacé dans le département des Pyrénées-Orientales, lié à cette situation? Denis? Excusez-moi, pardon. Oui, parce que si on ne met pas en place un plan de sécurisation pour l'accès de l'eau pour l'agriculture et la production alimentaire, nous allons dans le mur. En revanche, nous restons un département riche et nous avons la volonté et les moyens de résoudre ce problème. Nous le résoudrons facilement. D'accord. Donc, tout espoir n'est pas perdu, mais à certaines conditions. Serge, je reviens vers vous. Donc, je rappelle, vous êtes agroclimatologue. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure, mais on pourrait peut-être y revenir sur, effectivement, par rapport à, je pense, à l'arboriculture et à d'autres cultures qui nécessitent de l'eau. Concrètement, donc, on se dirige vers des rendements qui sont drastiquement à la baisse, voire même qui pourrait toucher la pérennité des vergers, je pense à l'arboriculture. Exactement. En fait, je parlais de l'année 2022, hein, qui est une année, je tiens à le préciser dès maintenant, une année exceptionnelle. Ce n'est pas à partir de 2022 qu'on va vivre des années comme 2022 jusqu'en 2100. Hein. C'est une année qui, pour l'instant, est en pic vers le bas pour les déficits de précipitation. 200 mm de pluie à Perpignan sur un an glissant, 120 mm de pluie à Leucate. On est dans un climat désertique, mais c'est ponctuel. Peut-être que d'ici 2024, 2025, il y aura le retour de la pluie. Je tiens à préciser, c'est vraiment ponctuel. Mais par contre, ça donne un avant-goût
on a beaucoup plus de probabilités d'ici 2050. L'année 2022 est une année type 2050 dans les projections du GIEC. Pour l'instant, c'est un pic, mais c'est une année type 2050. Donc d'ici 2050, on aura ce type d'année de plus en plus fréquemment. Pas tous les ans, mais de plus en plus fréquemment. Et quelles conséquences ça va avoir? Je dirais, il y a deux voies. La première voie, c'est si on adapte, si on ne change pas du tout nos pratiques agricoles et qu'on ne change pas du tout les cultures qui sont cultivées, là, effectivement, on va pouvoir tendre vers des baisses de rendement. Puisque les biogéographies, ce qu'on disait, l'aire de répartition des espèces évolue vers le nord. Et donc, l'agriculture doit elle-même évoluer vers le nord. Si on ne la fait pas évoluer de nous-mêmes en tant qu'humains, hein, on ne l'aide pas à remonter vers le nord, on aura des pertes de rendement. Et la deuxième voie, c'est on cultive de nouvelles espèces sur le territoire, on crée de nouvelles filières. Et là, on pourra s'affranchir de certaines pertes de rendement. Par exemple, je prends la pistache. La pistache, elle débourre 2 semaines plus tard que l'abricot. Donc, ça évite les problèmes de gel tardif. Ensuite, elle est plus résistante à la sécheresse et aux canicules. Donc, ça résout 2 problèmes en même temps. Et le troisième, c'est le gel. Donc, ça résout 3 problèmes en même temps. Cependant, je ne suis pas là en train de dire il n'y a qu'à Faucon, il faut planter de la pistache, il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut savoir que pour créer une filière dans une région, il faut plusieurs dizaines d'années, hein. Minimum 15 ans, et ça, c'est le rôle de l'État. Ce n'est pas le rôle des agriculteurs de se dire je vais mettre à faire de la pistache, puisqu'il faut que quelqu'un achète cette production. Il faut tisser des liens internationaux, des liens avec l'agroalimentaire. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain, en claquant des doigts et en étant peu formé, qu'on va faire du sorgho, de la pistache, de la figue de Barbarie, enfin des choses qui viennent du sud de l'Europe. Et donc là, je ne parle pas aux agriculteurs, c'est eux qui doivent prendre en main la chose, mais c'est surtout le rôle de l'État d'investir massivement. Et il faut de l'argent pour créer les filières du futur, pour éviter ces pertes de rendement dans l'avenir. Donc on peut s'attendre quand même à quelques effets positifs finalement, enfin, j'ose dire entre guillemets, hein, mais à quelques effets positifs liés donc à ce changement de climat finalement. Alors, il faut tourner ça sur du positif. Parce que là, on reste que sur du négatif parce qu'on voit l'agriculture telle qu'elle est aujourd'hui. On n'arrive pas à se projeter sur l'agriculture telle qu'elle sera demain avec les nouvelles opportunités, on va dire. Par exemple, je prends l'exemple de Perpignan. La moyenne des températures et les précipitations de Perpignan seront à peu près égales à celles de Valence ou de Cordoue, suivant les scénarios climatiques de réchauffement. Quand on va à Valence et à Cordoue, il y a de l'agriculture. On est d'accord. En ce moment, il y a... bon, pas cette année, mais en général, c'est pas un désert. À Valence, il y a des cultures, il y a de l'irrigation, il y a la gestion de l'eau, il y a des oliviers, il y a des vignes, etc. etc. Il y a beaucoup de maraîchage d'ailleurs. Ça veut dire qu'avec la remontée des climats, la remontée de ces cultures-là, la région ne doit pas être un désert. Elle ne sera pas un désert. Il y aura toujours de l'agriculture, c'est juste qu'il faut anticiper l'arrivée de ces nouvelles espèces. Donc, anticiper comment allouer le foncier, on va dire, à quelles espèces. C'est dès maintenant qu'il faut le faire pour éviter de se prendre le mur en 2040. Là, on s'est pris le mur, c'est 2023, c'est à cause des actions agricoles et climatiques de Chirac, il y a 20 ans. Si Chirac s'était dit je voudrais d'ici 2035 10% de pistache, d'ici 2040 20% de pistache pour créer un AOC ou un IGP en 2045. Je vous fournis tant de millions d'euros par an pour faire une transition agricole en douceur. On ne peut pas le faire comme ça en cassant les filières. Ça s'appelle une planification, on va dire climatique. On aime bien ce terme dans le quinquennat. Une planification pour aider les agriculteurs à sortir de la politique du pansement où dès qu'il y a un problème, je paye plusieurs millions pour montrer qu'on est présent, mais surtout pour remettre l'agriculture à pied. À un moment, il faut verser plusieurs milliards pour se projeter en 2040-2050. Et c'est vraiment, vraiment le cas dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales, qui sont les 2 départements les plus concernés de France dans le changement climatique. Et je m'arrête là parce que je parle beaucoup. Non, il n'y a pas de problème. Paix à l'âme de Jacques Chirac, hein, par ailleurs. Hein. Oui. Vous ne lui en voulez pas. Denis Bassery, je reviens vers vous. Donc, viticulteur, arboriculteur, président du comité technique de la SAFER Occitanie dans les Pyrénées-Orientales. Quand on a préparé cet échange, Denis, vous m'avez indiqué qu'à peu près 50% de la SAU du département était aujourd'hui soit irriguée, soit irrigable tout au moins. Quel est, selon vous, quel peut être en tout cas l'avenir pour tout le foncier du département qui n'est ni irrigable ni irrigué, de fait? Malheureusement, il y a beaucoup de foncier, il y a plus de 50% du foncier qui n'est pas irrigable. Il va falloir qu'on y travaille. Alors, essentiellement, c'est de la viticulture qu'on trouve sur le foncier qui n'est pas irrigué. Donc là, on travaille sur des projets collectifs d'irrigation. Il y a eu des développements de réseaux collectifs pour irriguer la vigne, qui malheureusement cette année n'ont pas pu fonctionner.
la vigne demande une irrigation de résilience. Qu'est-ce que c'est l'irrigation de résilience? C'est une irrigation qui permet juste de remplacer les 3 ou 4 pluies estivales nécessaires à la vigne et dont le réchauffement climatique nous prive aujourd'hui. Donc, en fait, la vigne est un très faible consommateur d'eau, mais à certaines périodes, il faut pouvoir l'arroser. Aujourd'hui, on ne parle pas de production, de faire des productions massives pour faire de la distillation sur la viticulture, mais on parle de maintenir ne serait-ce que le quota de l'appellation, Côte du Roussillon. La moyenne départementale, je ne l'ai plus en tête, mais l'année dernière, elle n'était même pas aux alentours de 25 hectolitres hectares, sachant qu'un hectolitre, c'est 100 litres, c'est 24 ou 25 hectos. Donc ça, c'est pas viable. Donc, comme je dis, c'est de très faibles consommations et la pérennité d'une activité humaine sur certaines communes en dépend d'ailleurs. La survie économique des familles et du secteur également, il faudra savoir amener de l'eau sur certains terroirs. Donc, par diverses méthodes, par la création de retenues, mais enfin, je ne vais pas m'étaler là-dessus, ça viendra on peut s'attendre, Denis, on peut s'attendre à des pertes de fonds liées à la sécheresse sur vergers, voire sur vignobles. Ben, bien sûr, dans certains secteurs, comme je dis, dans certains secteurs irrigués, parce que les vergers, il n'y a pas de vergers dans les zones non irriguées, du moins, je n'en connais pas. Mais là, aujourd'hui, on voit concrètement des récoltes d'abricots qui ont démarré sur la vallée de l'Agly, sur le secteur Agly, où justement les réseaux collectifs ne marchent pas. On voit déjà de la chute de fruits, on voit déjà des vergers qui sèchent, qui sont en train de mourir. Et pareil en vigne, l'eau qui nous a manqué, comme je disais tout à l'heure, sur ces périodes estivales, enfin, sur ces périodes maintenant de printemps, on voit un développement plus important des grappes de la vigne que du feuillage. Donc, on a des grappes plus longues que la végétation de la vigne. C'est problématique parce que d'autant plus que cette année, on avait une sortie relativement importante sur les vignes. Et malheureusement, on réfléchit à faire tomber la récolte aussi sur les vignes. On voit déjà des souches qui ne démarrent pas, qui vont mourir certainement ou qui sont déjà mortes. Ça laisse quand même, ça va laisser du monde sur les carreaux. Justement, pour continuer sur l'impact des effets du réchauffement climatique, un mot peut-être, Denis, sur l'impact social, parce que c'est important, je crois, de pouvoir le rappeler. Je crois que l'agriculture, c'est le premier employeur du département, si je ne m'abuse pas loin. L'impact social, si 2022 devient la norme en termes d'impact d'ici à 2050, quelles vont être les conséquences en matière sociale? Et je pense aussi à la capacité à installer de nouveaux agriculteurs dans le département. Qu'est-ce qu'on peut imaginer la clé? Déjà, sans eau, c'est difficile de dégager des perspectives, parce que installer du monde, des nouveaux agriculteurs, aujourd'hui, malheureusement, voilà, on a du maraîchage, de l'arboriculture. Bon, ça, c'est des cultures qui demandent de l'eau. On a de la vigne qui couvre quand même un certain secteur. Aujourd'hui, pour installer un jeune, on ne l'installe pas sur une monoculture, c'est trop dangereux dans ce département de s'installer en monoculture. Donc, on part sur la diversification. Quelqu'un qui s'installe, par exemple, je prends le cas de la viticulture en installation aidée des JA. Cette année, on n'a eu qu'une seule installation, alors qu'on était un département quand même qui était relativement viticole pendant de longues années. Le fait que cette sécheresse, on ne la vit pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans un cas extrême, mais ça fait longtemps qu'on est dessus. Ça fait longtemps qu'on y travaille, ça fait longtemps qu'on émet des idées. Mais pour continuer à installer des jeunes, pour arriver à les convaincre, il va falloir qu'on leur propose des solutions. Et malheureusement, c'est sûr qu'il y a des cultures qui demandent moins d'eau. Mais sans eau, même un cactus, il ne poussera pas. Ni un pistachier, ni un amandier. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on a des ressources. Il va falloir bien les gérer. Ouais. Par ailleurs, le département des Pyrénées-Orientales est un département qui reste très attractif d'un point de vue touristique. Est-ce qu'il y a une forme de concurrence qui risque de s'établir entre les prélèvements nécessaires pour sauver l'agriculture, j'ai envie de dire ça, sauver l'agriculture, et les prélèvements d'eau nécessaires à la population estivale qui vient en masse sur le département, à un moment où, par ailleurs, il y a besoin d'eau pour l'agriculture? Disons qu'aujourd'hui, on est dans une situation compliquée parce qu'on a mal géré l'eau en amont. Par contre, dans l'avenir, il n'y a pas de concurrence entre nous et le tourisme. On a besoin du tourisme pour vivre. Le tourisme a besoin de nous aussi pour se développer. Quand vous prenez la sortie d'autoroute, alors chez nous, il y a 2 sorties, Perpignan Sud et Perpignan Nord. Quand on arrive à Perpignan Nord, on voit un désert. Donc moi, comme disait Serge tout à l'heure, quand on arrive en Espagne, à Valence ou en Andalousie,
On voit des magnifiques paysages avec des oliviers. On est dans un climat où il y a énormément de sécheresse, mais ils savent faire en sorte d'avoir des cultures bien gérées, bien irriguées. Nous, concrètement, pour soigner le tourisme, il faut qu'on soigne notre vignoble, il faut qu'on soigne nos arbres, il faut qu'on soigne notre maraîchage. Quand on arrive dans un endroit qui est vert et accueillant et bien travaillé pour 2 raisons. Quand on a de l'économie, quand l'agriculture dégage de l'économie, les agriculteurs ont des moyens pour mettre des moyens sur leur entreprise. Quand il n'y a pas de moyens, soit c'est fait au minimum, soit ça devient de la friche. Et je rappelle que les friches, quand même, les friches, c'est là où on a souvent des incendies, c'est de là où partent les incendies. Donc, quand il y a un secteur qui est bien travaillé, derrière, c'est des barrières aussi coupe-feu. Je ne sais pas si je peux répondre à votre question, mais… Non, mais c'est gagnant-gagnant. Un mot avant qu'on aborde la troisième partie de ce webinaire, peut-être la plus importante, puisque c'est celle qui concerne les solutions existantes et à venir pour permettre à l'agriculture de s'adapter à ce changement. Un mot, Denis, en votre qualité de président du comité technique de la SAFER dans le département, l'attractivité touristique à laquelle je faisais référence, est-ce qu'elle n'est pas dommageable par ailleurs sur la préservation du foncier agricole? Et on sait que ce foncier aujourd'hui est fragilisé par l'évolution du climat et les sécheresses récurrentes. Donc, comment ça se passe? J'imagine que la pression doit être forte, comme sur toute la côte méditerranéenne. Disons que la pression foncière, elle est énorme. D'ailleurs, ça fait reculer les surfaces irrigables. Il faut savoir que les terres à potentiel agronomique important, généralement, ils étaient toujours autour des communes ou des villes. Les villes se sont construites toujours sur les meilleurs potentiels. Donc, c'était les terres les plus fertiles où on pouvait faire du maraîchage, enfin, d'autres cultures. Aujourd'hui, d'ailleurs, ça a fait reculer nos surfaces irrigables. Donc, on arrose beaucoup moins que nous arrosions il y a 30 ans. Donc, c'est normal que nous voulons redéployer nos surfaces irrigables sur des terres à l'origine non irrigables et en même temps pour recréer cette attractivité. On veut recréer, nous, on est là pour partager, on va partager l'eau, on veut travailler avec tout le monde. On est prêt à discuter, on discute déjà, il y a eu énormément de réunions et on est opposé à personne. Ok, donc le comité technique départemental est vigilant sur la nécessité de réguler le foncier et de préserver le foncier. Voilà. Alors, après, il faut savoir qu'on a une typicité dans notre département, c'est qu'on a énormément de micro-parcellaires. Donc, de par ce fait, on préempte énormément parce qu'il y a beaucoup de canalisation chez nous, notamment autour du littoral, des zones où il y a de l'eau. Il y a beaucoup de gens qui s'installent dans des terrains et des terrains de loisirs. Donc, on est vachement vigilant sur le foncier agricole. Mais voilà, une pression foncière, du coup, ça crée de la spéculation foncière chez nous. On a toutes sortes de prix qui se pratiquent. Heureusement que la SAFER est là pour réguler ce marché. Après, on délocalise beaucoup de comités techniques. On travaille toujours sur des thèmes. On est ouvert à tout le monde. Donc, je veux dire, on peut travailler sur tout type de thèmes qui sont directement reliés au foncier. On invite des élus régulièrement en fonction des thèmes. Et on est preneur de nouvelles idées. On est preneur de tout ce qui peut tourner autour du foncier pour travailler autour de la table ensemble. Message reçu, Denis Bassery, donc président du comité technique départemental de la SAFER. Alors, troisième et dernière séquence, et pas la moins importante de ce webinaire dédié donc au changement climatique et à ses conséquences, pour aborder donc concrètement, avec Serge Jacquat et Denis Bassery, donc les solutions d'adaptation de l'agriculture. J'ai envie de dire en cours et à venir, mais évidemment, le processus est déjà engagé. Serge, je rappelle que vous êtes agroclimatologue. Si on devait résumer les maîtres mots de l'adaptation du monde agricole au changement climatique, ça serait sobriété d'un côté, efficacité de l'autre? Exactement. On voit que vous avez bien suivi mes dernières présentations. Alors oui, il y a 2 volets et il ne faut surtout pas oublier les 2 volets. Souvent en politique, d'ailleurs au ministère, on parle beaucoup de l'efficacité. Dans l'efficacité, on retrouve par exemple la génétique, les variétés. Une variété plus résistante à la sécheresse, donc plus efficace par rapport à l'utilisation de l'eau. On gagne en général 3-4% d'utilisation de l'eau. Et je tiens à préciser que par exemple le maïs en 1960, il a été moins productif alors qu'il n'y avait pas de sécheresse que dans les années 2022 alors qu'il y avait une très forte sécheresse. Voilà, donc une très belle évolution génétique, il ne faut pas la mettre de côté, c'est l'évolution génétique des variétés.
Ça, c'est le côté efficacité. On travaille sur l'efficacité génétique. Ensuite, on peut travailler sur l'efficacité de la rétention de l'eau des sols. Que ces sols-là soient une éponge plus efficace pour garder de l'eau. On parle beaucoup de l'agriculture de conservation des sols. Ça dépend bien sûr du type de sol, du type de climat. C'est pas adaptable à toutes les cultures. C'est vraiment au cas par cas. Mais ça permet de gagner 5% de plus d'eau dans le sol d'après les dernières études scientifiques. 5%, ça paraît ridicule, mais traduit en jours, c'est 7 à 10 jours supplémentaires d'eau disponible pour la plante. Et si ça tombe au mois de juin pour un blé, c'est pendant la période de remplissage du grain, c'est plus 20% de rendement. Donc voilà, donc ça c'est de l'efficacité de la rétention des eaux. Ensuite, on parle beaucoup de l'efficacité du matériel. Le goutte à goutte, le matériel enterré. Donc ça, c'est de l'efficacité de l'utilisation de l'eau, éviter les fuites aussi, etc. Le numérique aussi, qui est dans l'efficacité. Le numérique, c'est par exemple, on utilise tous les outils satellites, modèles, etc. pour dire je dois irriguer mon maïs de 20 mm ce jour-là, c'est le jour le plus idéal pour mon maïs, et 20 mm, c'est la quantité idéale pour éviter de gaspiller l'eau. Donc là, on travaille sur l'efficacité d'utilisation de l'eau. Par contre, on oublie beaucoup ce volet de sobriété. Et je tiens à dire que donc l'efficacité, c'est j'ai la même quantité d'eau et je produis plus. La sobriété, c'est que sur certains territoires, quand il y a trop de pression sur l'eau, j'utilise moins d'eau, mais je continue à produire. La sobriété, ça ne veut pas dire la désertification. La sobriété agricole, c'est par exemple, je passe d'un abricot à un pistache, avec toutes les précautions, bien sûr, qui sont faites sur la filière en amont, parce que le pistache, ça utilise à peu près moins 20% d'eau qu'un abricot. Mais ce n'est pas du tout la même production agricole, hein. Ce n'est pas les mêmes filières derrière. L'abricot, c'est plutôt le dessert, la pistache, c'est plutôt l'apéro. Donc, il y a des restructurations derrière à faire sur les filières économiques. Ce n'est pas du jour au lendemain, et je ne tiens pas à dire qu'on va faire 100% de pistache dès l'an prochain. Ce serait de détruire la filière. C'est très progressif. Donc ça, c'est une mesure, par exemple, de sobriété. Dans les mesures de sobriété, il y a également, plus large même que les Pyrénées-Orientales, il y a la consommation. Si, par exemple, on produit des petits abricots dans les Pyrénées-Orientales parce qu'ils ne sont pas très beaux, et qu'on va acheter dans un autre pays d'Europe de très gros abricots, donc là, ça relève plutôt du socio-économique. Il y a aussi les consommateurs qui doivent comprendre que nos produits français, ils ont des aléas climatiques et on doit les acheter français, même s'ils ne sont pas très gros, même s'ils sont avec un impact de grêle. Enfin, voilà. C'est vraiment de favoriser les cultures françaises qui, pour moi, sont quand même beaucoup plus respectueuses de l'environnement que dans d'autres pays du monde. Voilà, donc c'est vraiment efficacité, sobriété. Il ne faut pas oublier les deux aspects, et je tiens à préciser que je ne veux pas faire du yak à faucon. Il faut comprendre que ces mesures sont toutes complémentaires, c'est quelques petits pourcents gagnés dans ce que je viens de dire, et qu'il n'existe pas de solution miracle en agriculture pour tous les types de sols, tous les types de cultures, tous les types de philosophie agricole et tous les types d'agriculture. C'est complexe. On ne va pas se dire, par exemple, j'ai une réserve de substitution en eau, j'ai résolu le problème. Ou je fais de l'ACS, j'ai résolu le problème. Ou je suis passé à la pistache, j'ai résolu tous mes problèmes. Non, il y aura toujours une continuité d'efforts à faire pour faire face au changement climatique. Alors pour autant, Serge, je me permets de revenir, vous l'avez cité en toute fin de propos, cette question des réserves de substitution, parce que tout à l'heure, on citait l'exemple du sud de l'Espagne, Valence, avec donc des cultures. Effectivement, ils ont une gestion de l'eau qui est différente de la nôtre, et ils ont pas mal investi dans les réserves de substitution. Vous ne l'avez que peu évoqué, et pourtant, bon, ici en France, ça fait débat, et parfois de manière assez violente d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut penser de ces réserves de substitution dans le temps d'adaptation qui est celui de l'agriculture aujourd'hui? Elles sont nécessaires pour laisser le temps, parce que vous avez bien dit, créer de nouvelles filières, ça nécessite du temps. Et pour passer ce temps d'adaptation, les réserves de substitution, elles sont absolument nécessaires ou pas? Alors, pour les Pyrénées-Orientales, je parlais plutôt de retenue collinaire, parce que les réserves de substitution, c'est plutôt pour les zones de plaine, celles qu'on voit à la télévision chez Sainte-Soline, c'est pas ce qu'on aura dans les Pyrénées-Orientales. Okay. C'est plutôt une meilleure gestion de l'eau qui descend des Pyrénées, bien sûr avec un enneigement qui diminue, donc aussi des réserves en eau qui diminuent. Je tiens à préciser déjà pour commencer que l'irrigation, c'est la première voie pour éviter la désertification. On arrête l'irrigation, et c'est vraiment très important, parce qu'il faut vraiment comprendre comment fonctionnent les végétaux pour les personnes qui habitent en ville. Lorsqu'on arrête l'irrigation, les végétaux dessèchent, ils meurent. Et lorsque les végétaux dessèchent, meurent, le soleil tape sur le sol,
Lorsque le soleil tape sur le sol s'échauffe et on perd encore plus d'eau. C'est la première étape de la désertification, ça s'appelle la perte des végétaux, puis ensuite la perte de la biodiversité du sol, et le sol n'a plus aucune fertilité, et puis là, on ne peut plus rien faire. Donc, pour lutter contre cette désertification, il faut de l'irrigation. C'est extrêmement important. Et pour avoir cette irrigation, il faut que l'homme ait une meilleure gestion de l'eau en irrigation. Pour ça, les retenues collinaires et la gestion des fleuves, surtout dans les Pyrénées, qui est plus dépendante de l'eau de surface que de l'eau de profondeur, est essentielle. Mais en parallèle, n'oublions pas tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire que si on gère mieux l'eau au niveau du département, et les retenues collinaires sont extrêmement importantes, on peut même les multiplier si nécessaire, les retenues collinaires sont très importantes pour la gestion de l'eau, mais en parallèle, si l'agriculture ne travaille pas sur la génétique variété, la génétique de nouvelles espèces, de nouvelles filières, l'agriculture en elle-même, donc le non-labour, le couvert végétal, les paysages, peut-être plus de verre dans les paysages, le matériel agricole, peut-être des gouttes à gouttes, etc. Si on met toute notre énergie dans une réserve en eau et qu'on n'adapte rien en parallèle, bah là, on va faire le cas espagnol. Et le cas espagnol, j'arrive dessus, c'est qu'à l'époque de Franco, bon, je peux dire qu'il a fait quelque chose de bien, c'est qu'il, de par ailleurs, sans compter sa politique, il y a eu énormément de gestion de l'eau. Et en fait, on a eu une illusion au niveau espagnol d'avoir un excès d'eau en perpétuité, donc en perpétuel excès d'eau, et d'avoir de l'irrigation à volonté. On a beaucoup d'irrigation en Espagne, c'est le principal pôle d'utilisation de l'eau en été. Et donc, il y a eu beaucoup moins d'efforts qui ont été faits que la France sur les variétés, les espèces, l'agronomie. Nous, on réfléchit beaucoup plus à ça. Leur agriculture est beaucoup plus uniforme et basée sur l'irrigation. Et donc, maintenant qu'il y a des problématiques d'eau, vu qu'aucun effort n'a été fait, enfin, au moins d'efforts ont été faits en parallèle, bah, tout s'effondre. Et on voit bien que pour avoir un socle solide face au changement climatique, il faut travailler sur les réserves en eau, sur la génétique, sur l'agronomie, sur le matériel, sur les paysages, sur le numérique, pour avoir un socle très important pour faire face au changement climatique. Voilà. Donc, sobriété, efficacité et nécessairement, donc, dans ce processus d'adaptation, un mix de solutions. Un mix de solutions, et l'irrigation fait partie de ce mix de solutions. Alors, on va rester sur les Pyrénées-Orientales, puisque vous évoquiez la question à la fois de l'économie de l'eau. J'imagine, Denis Bassry, que c'est un chantier qui est déjà très avancé dans le département. On ne part pas de rien là, en la matière. Ça fait des années qu'on économise de l'eau. On vit de petits moyens et maintenant, on est quand même précurseur. D'ailleurs, je tiens à dire que d'autant plus que cette crise de l'eau a fait que tous les agriculteurs l'étaient déjà, mais sont devenus des vrais techniciens de l'eau. Donc ça, c'est le point positif qu'on en dégagera. C'est sûr qu'on est déjà sur des systèmes. J'ai noté quelque chose à ce sujet, d'ailleurs. 40 millions de mètres cubes économisés en 5 ans grâce à plus de 15 millions d'euros investis par la profession et les partenaires publics dans la modernisation des réseaux d'irrigation. Sur le bassin Rhône-Méditerranée, sur 300 millions de mètres cubes économisés, plus de 10% l'ont été par l'agriculture des Pyrénées-Orientales, alors que nous sommes qu'un département sur 30. Nous sommes les champions de l'économie d'eau. Nous allons continuer, mais malheureusement, cela ne suffira pas. On recherche, on recherche toute une sorte de système. On a des gouttes à gouttes, on a des gestions avec des gouttes à gouttes avec des sondes connectées. Donc, je veux dire, on ne dépense pas l'eau à tort à travers. On est sur des gouttes à gouttes, un exemple, 4 litres heure par arbre ou 8 litres heure. Je veux dire, c'est 1 heure par jour. C'est souvent branché, c'est connecté à des téléphones par système de Bluetooth. Je veux dire, on est quand même vachement à la pointe. Tout ce qui est fuite, c'est scruté en permanence. On ne jette pas l'eau pour rien. Il reste très peu de gravitaire chez nous, malgré que quand même, je précise que le gravitaire remet l'eau dans les nappes. Donc, des pratiques d'irrigation qu'on pourrait considérer presque comme exemplaires. Il y a peut-être un point sur lequel les choses pourraient être améliorées, mais tout ne dépend pas de l'agriculture en tant que telle. Et c'est ce qu'évoquait Serge tout à l'heure, sur la gestion de la ressource, et notamment donc, la gestion des volumes d'eau disponibles dans les barrages qui réalimentent la Tête et l'Agly. Est-ce que là-dessus, il n'y a pas des choses à reconsidérer quelque peu au regard de la gestion durant la gestion estivale, notamment, enfin printanière et estivale en matière de gestion de l'eau, sur la réalimentation? Ça, c'est la question de débit. Voilà. Vas-y. Et après, Allez, Serge, alors en premier. Justement, j'allais dire que je n'ai pas forcément toutes les billes pour répondre à cette question. Tu parles de comment mieux gérer l'eau qui descend des montagnes, c'est ça? Exactement, oui.
Alors, moi, je pourrais juste apporter un point là-dessus sur le fait qu'il ne faut pas oublier que l'enneigement diminue avec le changement climatique. Donc, on aura aussi moins d'eau qui descendra des montagnes. En moyenne, certaines années, il y aura de bonnes années, mais il y aura de plus en plus de mauvaises années dans cette moyenne-là. Donc, il va falloir apprendre à bien gérer à la fois les écosystèmes de ces fleuves ou de ces ruisseaux qui descendent des montagnes, mais également les retenues d'eau pour l'agriculture. Il ne s'agit pas de gaspiller l'eau en lâchant les barrages pour des raisons que j'ignore, mais ce que j'ai pu voir dans la presse récemment. Voilà, il faut que tous les acteurs économiques et environnementaux du terrain s'accordent à ce sujet. Et j'ai une question aussi sur l'agroforesterie, j'y reviendrai tout à l'heure. N'hésitez pas à me rappeler que je dois y répondre. Ok. Denis. Par rapport à ce que disait Serge, moi, ça, c'est la question des débits réservés. Donc, ils ont été multipliés par 4, voire par 8 depuis 2010. Bon, nous comprenons qu'il faille respecter les débits minimums pour les poissons, et c'est très bien, puisque c'est des débits réservés. On lâche de l'eau à la mer. Donc, par 4 ou par 8 depuis 2010, c'est quand même énorme. On lâche cette eau va se perdre dans la mer. Moi, je pense qu'il y a des solutions à ça. Je veux dire, le débit réservé, c'est quoi? On envoie de l'eau pour maintenir les cours d'eau des rivières jusqu'à la mer. Mais après, arriver à la mer, c'est plus un débit réservé. Pourquoi on ne mettrait pas en place des espèces de déversoirs avec une certaine hauteur à la sortie des rivières, juste avant d'arriver à la mer? Ça maintiendrait toujours un débit dans la rivière, une hauteur d'eau dans la rivière. Et on pourrait peut-être éventuellement recapter cette eau juste à la sortie, juste avant les embouchures, au niveau du déversoir. Là, l'eau circulerait tout le temps dans la rivière, mais on pourra en récupérer pour remplir des retenues. J'apporte une solution qui n'est pas dans la question, mais voilà. Ouais. Ça nous fait mal de voir qu'on doit jeter toute cette eau à la mer. Tout ça pour des débits réservés. Et on n'est pas contre, mais on peut travailler. Encore une fois, on peut se mettre autour de la table pour rediscuter cette question. Est-ce que vous diriez, Denis, que dans l'objectif d'une gestion partagée des ressources d'eau, finalement, le dialogue entre les différentes parties prenantes ne se fait pas bien et que ça aboutit à ce genre de situation? Qu'est-ce qu'il faut améliorer là pour parvenir à l'objectif que vous visez? Ça, ce que je viens de dire, c'était qu'une réflexion personnelle. Je me dis que ces histoires de déversoirs maintiendraient une hauteur d'eau minimum dans les rivières. Ça permettrait aux poissons de circuler. Mais après, au lieu de jeter l'eau à la mer, arriver au niveau du déversoir, on pourrait peut-être juste récupérer de l'eau et la refaire circuler dans les canaux. Il faut savoir que quand même dans le département, historiquement, il y a des canaux. Il y a des canaux d'irrigation gravitaire un peu partout. Il faut dire, dans la vallée de la Tête, ils n'ont pas circulé pendant l'hiver. C'est ces mêmes canaux qui remplissent les nappes par infiltration. Donc, faire circuler de l'eau dans des canaux, même à la sortie des rivières, au niveau de ces déversoirs, ça réinjecterait de l'eau dans les nappes. Mais voilà, ça, c'est qu'un point de vue personnel, certainement partagé par d'autres. Mais voilà, c'était une... Pour information, Denis, il y a d'autres projets de création de retenues pour tenter de créer des réserves supplémentaires ou c'est un statu quo dans le département? C'est en discussion. Enfin, on en parle. Maintenant, ce n'est pas fait. On aimerait que ce soit fait. D'ailleurs, en revenant à ce que je viens de dire sur les embouchures et autres, c'est pas loin du littoral, puisque les rivières se déversent dans la mer. Si on peut faire des retenues, les retenues, c'est à la fois bénéfique pour l'agriculture, pour les réserves d'eau potable, pour le tourisme. Parce qu'on a un barrage, par exemple, on a un lac artificiel à Villeneuve-de-la-Rose, c'est une ville qui est en frontière de Perpignan, qui est à la fois touristique, attractif. Ça sert à la restauration, ça sert le tourisme, ça soigne le paysage. Donc, je veux dire, on a tout intérêt à travailler tous en commun, dans l'intérêt commun de notre département. Alors, un dernier mot rapide, Denis, parce qu'après, on va prendre un certain nombre de questions. On parlera d'agroforesterie avec Serge également. S'agissant de faire face à cette obligation d'adaptation, est-ce qu'on peut imaginer que l'évolution des dispositifs assurantiels pour les agriculteurs en cas de perte de récolte, voire peut-être aussi perte de fonds, malheureusement, est-ce que pour vous, c'est la piste, enfin, c'est une des pistes? Est-ce que ça fait partie du mix de solutions, même si c'est quelque chose de très particulier, évidemment? Quel est votre point de vue par rapport au recours à l'assurance en cas de perte de récolte ou de perte de fonds? Cette année, déjà, vous êtes au courant qu'il s'est monté une multirisque climatique qui couvre à peu près 17 points, 17 points sur le vent, la grêle, la sécheresse. Malheureusement, pour l'arboriculture, cette assurance a été, je crois que la date butoir pour signer les contrats pour tout le monde, c'était le 28 février.
Malheureusement, en arboriculture irriguée, on était déjà en état de sécheresse. Il y avait déjà un décret préfectoral qui stipulait qu'on était en état de sécheresse. Donc aujourd'hui, cette assurance, elle ne fonctionnera pas. Normalement, elle ne fonctionnera pas, puisqu'il y avait déjà un arrêté préfectoral qui déterminait qu'on était en état de sécheresse. Mais voilà, ça c'est une aparté. C'est un piège quand même, ça, pour les agriculteurs. Voilà, mais c'est le pire parce que quand même, pour l'arboriculture, c'est quelque chose qui coûte le reste à charge. Alors, il y a 70% qui sont pris par le Fonds de solidarité nationale, ce qui remplace les calamités agricoles. Et les 30%, le reste à charge, c'est l'agriculteur qui le paye. Il faut savoir que dans des cultures arboricoles, les restes à charge sont très, très importants. Alors, payer quelque chose à fond perdu pour des sommes aussi importantes, ça va encore plus plomber l'agriculteur. Ceci dit, il faut mieux le retravailler. Il faut retravailler un peu les conditions de l'assurance à multirisque. D'ailleurs, il y a eu des discussions avec le ministre par rapport à ce problème-là. Mais il faut mieux retravailler cette assurance. Mais je pense que dans l'avenir, ça va être une condition sine qua non déjà pour pouvoir travailler en agriculture. Ça va être aujourd'hui, je vais dire que ça va être presque impossible de cultiver ou d'être agriculteur sans être assuré multirisque, de mon point de vue. Et je pense que c'est même une condition de garantie pour les banques, parce que Bien sûr. on se dit que dans l'avenir, peut-être les banques ne prêteront qu'aux gens qui sont assurés multirisques. Y compris pour les jeunes agriculteurs qui s'installent, évidemment. Voilà. Serge, un dernier mot avant qu'on prenne des questions de notre assistance. Vous vouliez évoquer, j'imagine, l'agroforesterie comme faisant partie du mix de solutions, évidemment, pour faire face à cette problématique de changement climatique. C'est ça, pour faire simple, si on peut mettre la diapo 19, parce que j'ai résumé toutes les petites boîtes de solutions que j'ai répertoriées. Bon, là, c'est un exemple pour le tournesol, mais dans cet exemple pour le tournesol, on peut voir les différentes boîtes, et dans ces boîtes, il y a agronomie, paysage. Ça va venir. Et dans la boîte paysage, il y a notamment ce que j'appelle la gestion du microclimat intraparcellaire. Et l'agroforesterie fait partie de ce que j'appelle la gestion du microclimat intraparcellaire. Parce que dans l'avenir, par exemple, pour la vigne, il sera extrêmement important de maîtriser les rayonnements incidents, le soleil, grâce, par exemple, à des rangées d'arbres au milieu de la vigne, parce que le soleil, au lieu de devenir une source de photosynthèse, il va devenir une source de risque, tellement qu'il fera chaud, une source d'augmentation de l'évapotranspiration. Et donc, l'agroforesterie est une des solutions pour couper le vent, donc diminuer l'évapotranspiration, apporter de l'ombre naturellement dans les parcelles, stocker du carbone également. Je trouve ça intéressant dans la vigne également. Alors, ce n'est pas forcément des arbres non productifs qu'on peut mettre. On peut mettre des arbres productifs, comme par exemple au sein de la vigne, on peut mettre des oliviers. Ce n'est pas forcément mettre des hêtres ou des chênes qui ne vont pas apporter une valeur économique à l'agriculteur, mais ça peut être des fruitiers, en fait, qui vont faire de l'ombre. Donc voilà, l'agroforesterie me paraît important en vigne et en arboriculture. Cependant, sur les grandes cultures, donc colza, tournesol, maïs, pour l'instant, dans les articles scientifiques que j'ai lus, c'est assez compliqué à mettre en place. Il y a quelques essais qui sont concluants, mais la plupart du temps, on observe plutôt des pertes de rendement sur les grandes cultures. Donc, j'ai encore beaucoup de bibliographie à faire pour mieux comprendre les principaux objectifs de l'agroforesterie en grande culture. Oui, vas-y. Oui, j'allais dire, il y a pas mal d'essais, d'expérimentations en cours. Moi, je suis des travaux de l'Association française d'agroforesterie, précisément, et on peut se multiplier les expérimentations très concrètes avec des résultats probants la plupart du temps. Tout à fait, il faut continuer. En fait, on ne s'est pas encore complètement au point, mais il faut continuer justement ces expérimentations-là pour que ça soit vraiment au point, qu'il y ait un impact positif sur les grandes cultures en dessous, mais qu'il n'y ait pas une perte de rendement conséquente. Donc, il y a encore énormément d'efforts à faire, mais je pense que c'est une voie d'avenir aussi. Il ne faut pas la laisser tomber du mix, en se disant que c'est trop compliqué. Voilà. Ok, merci Serge. Alors, on prend quelques questions dans le temps qui nous reste. Ça s'adresse à vous d'ailleurs, Serge. Que pensez-vous des travaux d'Hervé Covès sur les différents cycles de l'eau ? Je ne connais pas les travaux d'Hervé Covès, alors peut-être que j'ai loupé quelque chose dans ma vie. Si jamais la personne veut me mentionner ces travaux-là par mail ou sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, j'y suis. À bon entendeur.
Donc Hervé Couvès, on regardera également. Autre question, ne faudrait-il pas, mais je crois qu'on a déjà un petit peu évoqué le sujet, une obligation de résultat dans l'augmentation du taux de matière organique de nos sols? Pas seulement une obligation de moyens, mais une obligation de résultat. Alors, j'aime pas trop l'obligation de résultat en agriculture parce que c'est extrêmement compliqué d'augmenter la matière organique. Ça dépend du type de sol, du type de culture. Donc, comment obliger, comment vérifier, je trouve que ça fait un petit peu trop flicage. Par contre, il est extrêmement important, effectivement, d'augmenter le taux de matière organique parce qu'on stocke plus de carbone et on retient plus d'eau. Ceci dit, il existe plusieurs techniques comme moins de labour ou le non-labour, comme des cultures intermédiaires, plus de légumineuses, d'apporter des fertilisants organiques. Tout ça, ça permet au fil du temps d'augmenter le taux de matière organique. Et d'ailleurs, je pense que les agriculteurs doivent suivre leur taux de matière organique, pas forcément être fliqués à ce sujet, du moins dans un premier temps, mais déjà essayer de regarder quel est le taux de matière organique et d'essayer de le remonter au fil des années. Ouais, merci Serge pour cette précision. Denis, et on conclura avec vous, parce qu'il est 15h45, on est arrivé au terme, mais une toute dernière question. Dans ce contexte-là général d'adaptation aux effets du changement climatique et de questionnement, quelles peuvent être les contributions de la SAFER à l'échelle départementale et régionale, la SAFER Occitanie pour ce qui nous concerne, dans ce processus d'adaptation? J'imagine que vous réfléchissez aussi à l'adaptation de votre accompagnement, des prestations que vous proposez. Disons que moi, quand j'ai été élu président de mon comité technique, je me suis investi d'une mission. C'est parce qu'on était quand même, comme le disait Serge, un département atypique, mais pas depuis aujourd'hui. Les gens le découvrent aujourd'hui à travers les médias parce que on parle de nous, mais ça fait longtemps qu'on est vraiment un territoire plus ou moins sinistré à certains endroits. Donc nous, la SAFER, ça fait longtemps qu'on est sur certains travaux. D'ailleurs, on s'est investi dans l'expérimentation. Je parle de viticulture. La SAFER, en partenariat avec l'interprofession et la Chambre d'agriculture et l'enseignement agricole, se sont investis dans l'expérimentation viticole, notamment sur des souches des plantes résistantes à la sécheresse, aux maladies. Donc on participe à ça. On a porté du foncier, justement, pour créer un laboratoire qui s'appelle Vinopole dans notre département. Ensuite, on délocalise pas mal de comités techniques. On essaye de montrer de la diversification, puisqu'il se fait aussi des plantes aromatiques dans notre département. Mais malheureusement, il faut qu'on soit vigilant quand même. La diversification, c'est bien, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour l'installation des jeunes. Mais attention, il faut à ne pas faire croire que l'on peut trouver des alternatives qui n'auraient pas besoin d'irrigation. Voilà, l'irrigation, tu l'as dit Serge, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Alors, pareil, il y a de l'irrigation. Il y a des plantes qui demandent plus d'irrigation, d'autres qui en demandent moins. La vigne, comme je l'ai dit, c'est de la résilience. Nous, on est porteurs. On investit dans des projets. Là, d'ailleurs, aussi, on doit recevoir de l'expérimentation sur de la magnétisation de l'eau. Je ne sais pas, Serge, si tu es au courant. On va porter quelques expérimentations en partenariat avec un laboratoire. Alors, je ne sais pas si c'est du farfelu ou pas. On reçoit toutes les... Je ne me prononce pas. Non, mais je ne sais pas. Ça va se faire sur des petites surfaces pour essayer. Personne n'est forcément au courant. Mais il y a des gens qui vont l'essayer. Alors, c'est pour réduire de 10 à 15%, a priori, la consommation de l'eau. Mais voilà, on explore toutes les pistes. Ça marche ou ça ne marche pas. De toute manière, l'expérimentation, c'est quoi? C'est expérimenter plusieurs choses. C'est une piste parmi tant d'autres, mais voilà. Mais en tout cas, la SAFER, déjà, et notre SAFER, surtout dans le département, est quand même un précurseur dans le domaine de l'expérimentation, du portage, de la diversification. Parce que nous sommes quand même, nous portons le foncier agricole d'une région, d'un département. Là où c'est désertique, il faut essayer de trouver de la valorisation, essayer de mettre en valeur ce foncier qui sera aussi, entre guillemets, un soin pour le paysage. Ce sera de l'économie pour des agriculteurs et ce sera de l'attractivité pour le tourisme. Donc la SAFER Occitanie est un acteur engagé de l'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Il me reste à vous remercier tous les deux, Serge Jacquat, donc agroclimatologue. Merci. Denis Bastry, donc président du comité technique départemental de la SAFER Occitanie en Pyrénées-Orientales. Merci à tous donc pour votre forte participation, plus de 230 inscrits.
Vous pouvez donc retrouver dès demain donc, le replay de ce webinaire sur la chaîne YouTube de la SAFER Occitanie. Vous pouvez rester en ligne. Alors, on a quelque peu débordé, je vous prie de bien vouloir nous en excuser, mais restez encore en ligne 2 minutes parce que dans une démarche d'amélioration continue, donc on vous remercie donc de répondre au questionnaire de satisfaction. Et sur ce, donc, je vous souhaite une belle journée et merci encore d'avoir suivi ce webinaire.